aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devapps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devapps. Bien, écoutez, bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre 6e saison des meet-ups de DevApps. Aujourd'hui, donc, une première partie là, sur les infos, sur les actus, où il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, on a Stéphane qui va nous présenter la blockchain, ce que c'est que la blockchain et un petit peu de crypto-monnaie. Côté actus, moi j'ai noté deux petites actus. Bon, une première actu, je pense que tout le monde est au courant, c'est l'acquisition de Microsoft par Microsoft de Activision Blizzard King pour la modique somme de 60 milliards d'euros. Bon, voilà. Donc, bon, alors c'est pas encore fait. Hein, ce sera définitif, je crois, d'ici la fin de l'année, si tous les organismes valident le rachat. Donc voilà, pour ceux qui avaient peur que Microsoft quitte le milieu du jeu vidéo, ben, on est rassurés. Et en fait, ça y est, maintenant, depuis cette information-là, Denis ne culpabilise plus sur son salaire qu'il vient d'avoir. C'est cool. Jamais eu de problème. Bon, ils avaient racheté Denis juste avant. Ouais. C'était rien du tout. Ça aura coûté un petit peu moins cher. Enfin, je pense. J'en sais rien. Bon, et puis côté dev, plus intéressant, il y a Richard, il a tombé ou quoi? Pardon? Oui. La caméra, elle est montée ou ton siège est tombé? Pardon. Et donc la deuxième information, c'est alors je sais pas, c'est une société qui doit faire du développement sur .NET, qui s'appelle PyreCube et qui a fait un post sur Twitter à propos des widgets pour Windows 11. Donc comme on pouvait un petit peu s'y attendre, Microsoft va ouvrir ses widgets aux développeurs qui vont pouvoir donc rajouter leurs propres widgets. Alors sous quelle forme, on n'en sait rien. A priori, il y a la notion d'adaptive card, là-dedans. Ça fait un truc genre développement pour Microsoft Teams. Donc, ils ont fait des captures je pense, du SDK qu'ils ont publié sur Twitter. Je ne sais pas s'ils vont se faire un petit peu taper sur les doigts ou pas. Mais en tous les cas, on devra avoir des informations d'ici les semaines qui viennent, quoi. Ouais, mais justement, je me disais, ils n'ont pas ouvert les vannes juste pour ceux qui développent en UWP. Enfin, pour des apps. J'ai pas entendu. Je veux dire, c'est pour des apps de bureau, en fait, ce truc-là. Dès qu'on fait des web apps, tout ça, c'est mort, quoi, de toute façon. Non, je pense pas, non. Non, je pense que... Je vois pas comment intégrer ça, en fait. Bon, écoute, on en saura plus un peu plus tard, quoi. Moi, j'ai essayé de chercher même dans les groupes MVP, j'ai rien trouvé, quoi. Il n'y a aucune information. De toute façon, même si tu avais trouvé. Oui, je pourrais dire que j'avais trouvé, que j'ai vu, mais je ne dirais pas ce que c'est, quoi. Mais de toute façon, on le verra arriver dans les insiders hein, s'il y avait quelque chose. Ouais. Donc, ça sera en preview. On le saura à la prochaine build ou à l'Ignite. Je suis curieux. Ouais, ce qu'on va faire avec. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire des widgets, dans Windows, ça n'a jamais vraiment bien marché. Est-ce que déjà on utilise les widgets actuels? Moi, je l'ai caché, je crois. Oui, voilà. Je crois que j'ai caché tous les boutons que je pouvais cacher dans la barre des tâches. Non, comme j'avais dit, ce qui serait intéressant, c'est si on pouvait récupérer, enfin se connecter par exemple sur le Microsoft Graph et puis récupérer des infos d'Office 365 et pouvoir les afficher, ce serait intéressant. Un peu, par exemple. Un peu comme faire les tuiles qu'on avait sur Windows Phone. Ouais. On pourrait avoir un widget de Twitter, par exemple. Tu sais, un petit truc où tu vois les derniers tweets de ton compte, des petites notifs de certains réseaux sociaux.
Ça peut être pas mal, moi ça me plairait, tu vois, au lieu de prendre mon téléphone, regarder les derniers trucs, les notifications de différentes origines, LinkedIn, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui me plairait personnellement. Bon, écoute, on verra quand on aura plus d'infos. Je crois que Michel, tu as un retour de chariot. Un retour d'écho, là. Ah, tu vas à la ligne, en fait. C'est moi? C'est moi parce que je suis sur un casque. Non, mais là, ça va mieux, là. Mm. C'est bon. Bien. Écoutez, maintenant, je vais passer la main à Stéphane. L'épisode est sponsorisé par Doliprane. C'était pas moi. Donc, je disais, je vais passer la main à Stéphane qui va nous présenter la blockchain. À toi, Stéphane. Alors, je peux partager mon écran. Alors, Oui. je n'ai pas une très bonne connexion, donc j'espère que vous voyez tous correctement. Oui, c'est bon. C'est tout bon. Très bien. Hop là. Alors, on va passer en diaporama. Alors, on voit un PowerPoint, on ne sait pas si c'est ça. Oui. Ah, si c'est marqué blockchain et crypto-monnaie, ça doit être ça. Et ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Alors, donc j'ai pas non plus le temps beaucoup de préparer un PowerPoint correct, donc je préfère prévenir. Donc ici, moi, je vais vous montrer la blockchain en premier lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Et après, je verrai un peu de crypto-monnaie, vraiment très peu. J'ai même moi-même ici créé une blockchain en C#, donc je pourrais même vous la présenter. Et quelques projets qui sont actuellement sur la blockchain et qu'il faudrait peut-être faire attention. Voilà, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Et pour moi, en tout cas, moi je fais attention, j'ai un peu investi dedans. Alors, la blockchain, pour moi, c'est une révolution. Comme l'a dit Steve Jobs, hein, tout le monde connaît sa fameuse phrase. Mais le problème, c'est que beaucoup de monde ne sait pas pourquoi c'est une révolution et comment ça fonctionne. Donc, un peu d'histoire. La blockchain est arrivée en... Alors, il y a beaucoup de versions différentes, mais normalement, ça devrait arriver entre 2007 et 2009. Au moment où il y a eu la crise... Ah, il y a eu un retour de chariot. Mon micro est coupé, c'est pas moi. Je préfère le dire tout de suite. Donc, je reviens. Donc, la blockchain a été créée en même temps que le Bitcoin entre 2007 et 2009. Et alors, on ne sait pas si c'est une seule personne, si c'est un groupe de développeurs, si c'est plusieurs sociétés, si c'est même une seule société. Tout ce qu'on sait, c'est que il a un pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Cette personne-là était là au début du Bitcoin, a disparu d'Internet quelques mois plus tard, en fait. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était juste publier son livre blanc, donc qui explique comment la monnaie du Bitcoin fonctionne, de comment surtout la blockchain fonctionne, d'aider un peu les développeurs à mettre en place ce système. Et après, voilà, il a disparu et on n'est toujours pas revenu. Donc, on ne sait pas en fait. C'est une énigme actuellement encore. Et ça fait quand même déjà bientôt, c'est déjà plus de 10 ans que c'est une énigme. Donc voilà. Donc la blockchain, c'est quoi? C'est un moyen de transférer de la valeur sans tiers de confiance, de pair à pair principalement. Alors ce n'est pas un émule, hein, comme beaucoup de gens pourraient le dire. Émule, c'était autre chose, on va dire. Voilà. Alors, donc ici on voit une statue, un buste à l'effigie de Satoshi Nakamoto qui se trouve à Budapest. Alors pourquoi Budapest? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, apparemment, c'est un pays qui croit énormément au Bitcoin. Et il y en a d'autres, hein. Ici, il y a le Salvador, dernièrement, qui a pris le Bitcoin comme monnaie officielle du pays. Bon, vous allez me dire, le Salvador, c'est pas un grand pays, donc c'est pas très, comment je vais dire,
Ouais, d'important. Voilà, d'importance, mais ça a quand même fait bouger la valeur du bit, quoi. Alors, je vais essayer de passer. Donc, je vais essayer de passer parce que il y a beaucoup de fourre-tout dans le PowerPoint. Alors, je vais expliquer la blockchain. Donc, ici, on va imaginer, imaginez tout le chat, actuellement, tous les Teams ici qu'on est. On est autour d'une table. Sur cette table, il y a un livre, un énorme livre blanc, complètement vide, et on va écrire tout ce qui se passe. Donc, celui qui s'est connecté, celui qui s'est déconnecté du Teams, la personne qui parle, qu'est-ce qu'elle a dit, pourquoi elle l'a dit, celui qui présente. En fait, on écrit tout. On écrit tout ce qui se passe. J'ai appuyé sur fin exprès, excusez-moi. Donc, on écrit tout. Et ça permet à une personne qui arrive sur le Teams en plein milieu de la réunion de pouvoir, rien qu'en lisant ce livre, de savoir où on est dans la réunion. Alors, c'est une technologie qui est pérenne, de base, qui est infalsifiable, donc ça, je vais expliquer pourquoi, et qui est surtout distribuée. C'est-à-dire que ce livre, imaginez que tout le monde l'a, en fait. Tout le monde l'a et tout le monde le recopie en temps réel. Alors, ça fait beaucoup de lignes à copier. Heureusement, ce sont des ordinateurs qui le font pour nous. Donc voilà, plus ou moins ce que je viens de décrire en fait. Donc on va imaginer qu'une page c'est un bloc. Toutes les pages sont reliées l'une à elle, entre elles, et ça fait forcément une blockchain. Donc une chaîne de blocs, une chaîne de pages, un livre. Voilà. On prend beaucoup l'image du livre parce que c'est plus simple à comprendre pour les gens. Voilà une autre image qui permet de voir comment fonctionne une blockchain. Donc en fait, comment elle est infalsifiable. Donc je vais commencer par ça. C'est juste que en fait, un bloc, on le hash. Ce hash, on le récupère dans le prochain bloc qu'on crée. On l'enregistre, ce qui permet d'avoir toujours l'ancienne hash du bloc précédent. Ça veut dire que si maintenant on change en plein milieu de la blockchain un bloc, forcément son hash sera différent, mais il n'aura pas le même hash, il n'aura pas la même valeur que le hash précédent. Et donc, toute la blockchain sera nulle en fait, ne peut pas exister. C'est grâce à ce hash que ça devient infalsifiable. La blockchain est distribuée forcément parce que plusieurs personnes peuvent être sur la même blockchain, peut devenir porteur, on va pas dire mineur parce qu'un mineur c'est pas la même chose, mais plus un nœud du réseau. Voilà. Tout le monde peut venir un nœud du réseau, tout le monde peut dire je vais télécharger la blockchain du Bitcoin par exemple. Bon, ça prendra quelques heures quand même, parce que même si vous êtes en fibre, ça prend quelques heures parce que maintenant elle est énorme, mais tout le monde peut devenir, dans n'importe quelle blockchain, peut venir un nœud du réseau. Et elle est pérenne dans le temps. Alors, qu'est-ce qui veut dire pérenne dans le temps? En gros, personne ne peut la détruire. C'est-à-dire que tant qu'il y a une personne qui possède la copie de la blockchain du Bitcoin dans son ordinateur, elle ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Voilà, ça ne peut pas mourir. Donc j'espère que je suis assez clair parce que j'explique beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. C'est un sujet qui est très complexe. Donc voilà. Je voulais simplement apporter une petite précision sur aujourd'hui le Bitcoin, c'est 340 gigas. Oui, voilà. C'est quand même déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Alors c'est bien si on est en fibre, hein, ça c'est sûr, mais moi chez moi en ADSL avec du 9 mégabits seconde, je peux vous dire que je prendrai au moins 3 jours. Et il y a un intérêt de tout télécharger? Alors, il y a... on va pas dire... Il y a des blockchains qui permettent de pas tout télécharger.
Il y en a pour le Bitcoin, il faut absolument tout. Alors, c'est parce que la technologie a été créée comme ça, c'est le code qui a été créé comme ça. D'autres blockchains qui ont été créés à côté. Je pense que Ethereum d'ailleurs, Ethereum permet de prendre qu'une partie, mais vous avez, en fait, chaque transaction doit être vérifiée. Donc, quand pour un mineur, quand un mineur reçoit une transaction à vérifier, il doit vérifier que le Bitcoin qui est envoyé de telle personne à une autre personne, bah, il doit vérifier que ce Bitcoin appartient bien à la personne qui l'envoie. Et pour ça, il va remonter la file de l'historique en fait de la blockchain pour savoir d'où vient le Bitcoin, de comment, de par où il est passé, par quel portefeuille il est passé, pour voir si ce Bitcoin et c'est pas un doublon ou si c'est pas. Donc au final, oui, il y a un intérêt à tout télécharger, mais il y a des blockchains qui permettent de le faire, on va dire peut-être la moitié ou le quart d'une blockchain, quoi. Qui permettent de vérifier. Après, c'est pour moi, c'est moins sécurisé. Mais alors, enfin, si je comprends bien, je veux dire, enfin, tu dis que c'est pérenne, mais si on a le Bitcoin ou le Bitcoin, enfin, comme on veut, qui devient la monnaie, j'allais dire, de tous les États, de toutes les personnes, il faudrait qu'on ait des terras, des pétaflops pour gérer la moindre transaction. Donc à terme, c'est impossible à gérer. C'est pour ça que le Bitcoin ne deviendra pas la monnaie mondiale, en tout cas. Pas celle-là. Le Bitcoin a permis, on va dire, peut-être à d'autres blockchains ou même à notre monnaie actuelle, on va dire l'euro ou le dollar, de s'améliorer. C'est pas. Le Bitcoin, c'est qu'une technologie, en fait. C'est qu'une technologie parmi tant d'autres dans la monnaie qu'on connaît. Je vais vous prendre voilà, l'exemple des Templiers, en fait, qui ont permis de créer la première monnaie papier. Donc, on pense que c'est la Chine aussi, parce que bon, il y a aussi la Chine qui a créé plus ou moins en même temps la monnaie papier, donc on ne sait pas vraiment qui a inventé le premier. Mais les Templiers ont inventé un moyen de stocker de la valeur pour des gens qui partaient en croisade. Donc c'est une technologie, peut-être pas comme nous on connaît maintenant avec les ordinateurs et tout, mais c'est une technologie. Et donc, le Bitcoin, pour moi, ça va pas remplacer notre monnaie actuelle, mais par contre, ça permet de l'améliorer. Ça ressemble à quoi? Alors, je vais essayer de vous poser une question. S'il vous plaît? Ça ressemble à quoi, une chaîne, concrètement? C'est un fichier alphanumérique? C'est un gros fichier, oui. C'est un fichier avec une extension. Alors, pour le Bitcoin, c'est une extension qui est bien à lui. Donc je ne saurais pas, j'ai pas la blockchain sur mon PC actuellement, Un PC. mais ça peut être un gros fichier, ça peut être, ouais, en fait, la plupart du temps, c'est un gros fichier, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Ça peut être sur n'importe quel serveur, ça peut se retrouver sur un Raspberry Pi aussi. Voilà. Donc c'est un fichier, mais qui doit être c'est un fichier qui doit se trouver sur un ordinateur, mais qui est prévu que pour ça. Que pour être un nœud. Moi, personnellement, je ne mettrai pas de nœud sur un ordinateur que j'utilise tous les jours. Ce serait complètement idiot, déjà de 1, parce que bon, ça consomme énormément. Donc, en tant qu'utilisateur régulier de mon ordinateur, j'ai pas envie de perdre la puissance pour ça. Donc, je préfère que ce soit un PC à côté qui gère ça. Alors, où j'en étais. Avec les Templiers. Oui, voilà. Donc, je vais un peu revenir parce qu'on pense beaucoup que la crypto-monnaie, c'est du vent. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que c'est de l'arnaque, que c'est, voilà, aujourd'hui, on le paye 50 000 $, demain, on va le vendre 20 000 $. C'est de la perte d'argent, voilà. Eh ben, je vais vous dire que la monnaie actuelle, c'est pareil.
Si demain l'euro, je vais dire la Commission européenne ou l'Europe dit que l'euro ça vaut plus rien, ça vaut plus rien, et ben on n'a plus rien non plus nous de notre côté. Ça vaut plus rien, il n'y a plus aucune valeur. La différence avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, c'est, enfin les crypto-monnaies en général, c'est la communauté, c'est le peuple qui décide. Voilà. Si quelqu'un est prêt à vous racheter le Bitcoin à 50 000 $, c'est parce que voilà, il est prêt, donc il y a une confiance derrière qui permet de le faire. Je vais vous poser une autre question. Juste par rapport à ça, il y a quand même une notion de contrepartie quand même, parce que dans le fiat, il y a une contrepartie qui est pesée, mesurée et qui a une valeur monétaire, alors que dans les crypto-monnaies, il y en a beaucoup qui n'en ont absolument rien. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de pas mal de problèmes, parce qu'il y a des gens qui ont créé des cryptos et qui ont disparu du jour au lendemain. Oui, ça arrive souvent, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a la communauté qui est derrière, en fait. Il faut vraiment voir s'il y a une communauté qui suit, s'il y a vraiment un projet derrière. Ici, je vais vous parler après de plusieurs crypto-monnaies où il y a vraiment un projet, un intérêt derrière qui permet de dire oui, cette technologie-là, ça nous permet, ou même une société. Je vais vous prendre l'exemple de Ultra que je vais vous montrer tout à l'heure, mais Ultra, c'est une société qui veut révolutionner le jeu vidéo sur PC, qui veut que chaque jeu vidéo devienne un token, qui vous permet de le revendre à un tiers, que dans ce jeu vidéo, vous avez récolté une armure ou une épée, et ben, que même ceci, vous pourrez le revendre à quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait, mais enfin, Voilà. pour le revendre, il faut qu'on ait un acheteur. Oui, C'est pas la voilà. communauté qui va décider la valeur, c'est le marché qui va décider la valeur au final. Voilà, c'est bien ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une régulation derrière et que Ultra, en tant que société, parce que Ultra c'est une société derrière qui existe, une entreprise, c'est elle qui va régulariser ce genre de méfaits en fait, parce qu'actuellement il y a le NFT. Alors tout le monde entend dire le NFT, ça se vend à des millions, ou même voire on va pas dire des milliards, mais des millions de dollars pour un NFT qui vaut rien, parce qu'au final c'est quoi? C'est une tête de singe, c'est un truc. Ça, pour moi, c'est mauvais. C'est mauvais déjà pour la blockchain, c'est mauvais pour la technologie. Mais les gens ils le font quand même. Alors, ils veulent voilà, ils veulent avoir une plus-value. Je peux comprendre. Les gens, voilà, c'est l'argent. L'argent est important. Ils veulent avoir un gain. Mais par contre, il faut quand même une autorité derrière qui fasse attention à ce genre de méfaits. Et cette autorité, bah, ça pourrait être un groupe de personnes, pas forcément une société, mais un groupe de personnes ou un groupe qui participe à la blockchain. Et quand je dis participer, c'est participer avec des fonds. Un exemple, bah, il y a des blockchains que si tu veux un droit de vote sur, sur une décision pour une nouveauté dans la blockchain, par exemple, bah, si tu veux un droit de vote, il faut que tu mettes toi-même un peu d'argent dedans. Ça veut dire que si maintenant tu prends une mauvaise décision, ça peut arriver, et ben celui qui a pris la mauvaise décision, ben, il y perd aussi. Il perd l'argent qu'il a mis dedans. Et donc ça permet d'avoir Mais est-ce que ça va pas à l'encontre du principe de la DeFi? Parce que c'est disant, la DeFi, c'est décentralisé pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Mais si on rajoute du contrôle, on revient vers le problème fiat. C'est pas vraiment du contrôle en soi, c'est que ça reste décentralisé, c'est-à-dire que c'est plus une société qui prend le contrôle, c'est plus une banque, c'est plus un État, mais là c'est plusieurs personnes, c'est-à-dire que tout le monde peut mettre un peu d'argent dedans, c'est libre de droit, tout le monde peut mettre un peu d'argent dedans et avoir un droit de vote. Et il pourrait y avoir voilà, des milliers de personnes qui votent pour un changement, une mise à jour dans la blockchain. Ça reste, voilà, tout le monde a le contrôle dessus. C'est-à-dire que c'est pas limité à 3 ou 4 personnes. C'est vraiment tout le monde.
c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est Ok. oui. Voilà, je peux pas dire plus. Je veux dire, c'est vraiment tout le monde a le droit de mettre un peu d'argent dedans. Moi ici, bon, j'ai mis un peu dans l'entreprise Ultra. Quand Ultra dit voilà, on veut faire tel changement, c'est la communauté qui vote. C'est pas eux, en fait. Et si la communauté dit non, ben ils le font pas, en gros. C'est pareil que sur la blockchain Ethereum. Il y a des tokens que tu dois acheter pour pouvoir avoir un droit de vote sur un système décentralisé. C'est comme si on prenait Facebook actuellement. Bon, Facebook a voulu créer sa propre monnaie, on va dire, hein, mais bon, ça, je sais pas si ça a échoué ou pas, mais on n'en entend plus parler. Mais prenez Facebook, les décisions que Facebook prend, bah, imaginez que tous les inscrits de Facebook puissent mettre un peu d'argent dans Facebook et que c'est eux qui prennent la décision et c'est plus Facebook, c'est plus Marc qui prend les décisions, mais c'est les utilisateurs de Facebook qui prennent la décision. Mhm. Donc, ce qui veut dire que par exemple, Facebook qui utilise vos données, par exemple, pour les revendre à des publicités ou revendre et faire du big data avec, et ben là, les utilisateurs pourraient dire non. On ne veut pas nos informations personnelles, c'est les nôtres, c'est à nous, Ouais, on ne veut pas. Ouais, mais ils nous ont déjà fait le coup avec une banque coopérative à la télé. C'est du vrai pipeau, en fait, ceci. C'est des conneries, hein. N'y croyez pas du tout. Bon, on va avancer dans la présentation. Oui. Donc, je voulais revenir un peu à la monnaie. Donc, ici, actuellement, le Bitcoin ne peut pas être soumis à l'inflation. Alors, pourquoi l'inflation? Parce qu'il est limité à 21 millions. Alors, il ne peut pas, dans le code, il ne peut pas avoir plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Donc, ce qui permet d'éviter justement cette inflation. Alors que l'euro ou le dollar, bah, le gouvernement dit demain dit, bah voilà, je rajoute autant de planches à billets dans le système, bah, la monnaie va décroître. Ce qui se passe dans plusieurs pays actuellement dans le monde, hein. Alors, je ne sais plus c'est quel pays actuel, le dernier là qui a vu sa monnaie qui dégringoler. Malheureusement, ça arrive. Par contre, j'ai une question pour vous. Vous prenez un billet de banque. Il y a une seule information dessus, sur un billet, qui a de la valeur. Une seule. Est-ce que vous pouvez me le dire? Son numéro? Oui, c'est bien fait. C'est bien, direct. C'est chouette. Oui, son numéro de série. Ça veut dire que si maintenant vous avez un billet qui a brûlé, mais que vous avez encore son numéro de série, vous pouvez très bien aller à la banque et les échanger. Et ben, pour le Bitcoin, c'est la même chose. Dans un Bitcoin, il y a un numéro. Et c'est ce numéro-là qui prouve que ce Bitcoin existe. Comme là, ici, moi, j'ai un billet de $1 ou j'ai des billets de dollars canadiens encore. Ils ont tous un numéro. Et ben, si le jour où voilà, je brûle ce billet et qu'il me reste le numéro, je peux très bien aller aux États-Unis et me dire, bah voilà, je vais changer le billet. Il n'y a aucun problème. Les banques le feront. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent remplacer ce billet par un autre, avec le même code. Alors, voilà. Donc le numéro de série et le Bitcoin possède un. Donc grâce à ce numéro de série que le Bitcoin possède, nous savons revenir en arrière sur ce Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans la monnaie actuelle. Donc c'est une évolution de notre monnaie que Bitcoin a permis de faire en fait. Parce que grâce à ce numéro de série du Bitcoin, on peut revenir dans son historique, on peut savoir qui l'a possédé, d'où il vient. Voilà. Tout est ouvert dans le Bitcoin. C'est-à-dire que tout le monde possède le livre, tout le monde peut aller lire ce livre. Ce n'est pas caché au monde en fait. Les gens qui disent que le Bitcoin
c'est fait pour le deep web ou le dark web. Oui, on l'utilise dans le dark web, je suis d'accord. Mais l'euro et le dollar aussi. On va dire, vous pouvez très bien acheter de la drogue avec de l'euro, et pas qu'avec du bitcoin. Donc voilà, Oui, c'est il y a pas d'anonymisation des transactions, voilà, quoi. c'est ça. Voilà, tout le monde peut voir. Mhm. Donc voilà, en gros, la crypto-monnaie. Je- Pour moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut voir ça comme une évolution de notre monnaie actuelle. Euh, Par contre, il ne remplacera pas actuellement, enfin le Bitcoin ou l'Ethereum, hein, parce qu'actuellement, il ne remplacera pas notre système monétaire parce que c'est trop lent. Il faut imaginer aller chercher sa baguette de pain chez le boulanger et de payer en Bitcoin, bah, vous en aurez pour 40 minutes de transaction. Voilà. Eh ben, c'est ça là que ma banque utilise quand je fais des virements parfois pour que ça arrive sur mon compte il y a 2-3 jours. J'imagine que ma banque transforme l'euro en bitcoin et puis après l'euro transforme en euros. Non, ça c'est le problème de la banque par contre. C'est pas un problème, hein, c'est une solution qu'ils ont trouvée. Attention. Non, mais ça c'est un problème de la banque. Il y a des blockchains ici, bon, des nouvelles blockchains par exemple Elrond, qui a repris les termes du Seigneur des Anneaux, enfin de la Terre du Milieu, a repris les mêmes termes et Elrond en quelques secondes votre transaction est faite. De n'importe quelle valeur, dans quelques secondes, même microsecondes, la monnaie est faite. Le transfert est fait. Ce que l'euro est en train d'essayer de faire. On voit maintenant des virements instantanés qui durent plus ou moins 20 secondes. Est-ce qu'on aurait eu ce système si le Bitcoin n'avait pas existé? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que la monnaie aurait évolué comme ça? Notre monnaie, l'euro. On- Moi, je pense pas. Je pense pas parce que les banques veulent avoir le contrôle. Pas d'intérêt, en fait, ça. Il y a un intérêt quand même, hein. Il y a un intérêt pour que le virement arrive plus vite. Vous voyez pas lequel? Non, ça y est, Non, sans plus, plus le virement est rapide, plus on consomme. Ça, c'est. Aussi. Voilà. Donc, C'est ce que fait à peu près Visa, hein, parce que Visa, par exemple, qui est le plus gros réseau de transfert monétaire, quand on est dans des périodes juste avant Noël ou du Black Friday, si un transfert d'argent se faisait en 3 ou 4 minutes ou même en 10, euh, je, je peux vous dire que attendre devant la borne en caisse, ça serait un peu compliqué. Donc oui, il y a un intérêt pour que les virements, les paiements soient plus rapides. Et c'est notamment pour ça que Visa est intéressé par la blockchain. Ils ont même investi alors je ne sais pas s'ils ont investi de l'argent ou de la main-d'œuvre dedans, mais en tout cas, ils commencent à investir dedans et notamment Mastercard aussi, pour pouvoir s'améliorer. Je ne pense pas que ça aurait eu le cas s'il n'y aurait pas eu la blockchain. Et il y a d'autres projets actuels qui sont sur la blockchain, qui ne sont pas que de la crypto-monnaie, mais qui sont utiles. Qui sont utiles et qui sont utiles dans un avenir proche. Alors, il n'y a pas non plus que de la crypto-monnaie. Il y a aussi des stablecoins. Donc, des stablecoins, qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est une crypto-monnaie, mais c'est plus un token qui est adossé à l'euro, au dollar, et qui permet de juste avoir son argent en numérique, son Internet, et de pouvoir payer aussi. Donc là, il y a l'USD Coin qui est sur le dollar américain. Il y a l'euro, il y a aussi l'euro qui existe maintenant. Il y a d'autres monnaies qui arrivent et sont tous adossés à la valeur actuelle de notre monnaie. Donc il n'y a aucun risque. Et là, c'est qui développe ça? Ça, ce sont des grandes entreprises. Donc, par exemple, l'USD Coin, c'est Coinbase. Donc, Coinbase, c'est une société américaine qui a commencé à vendre de la crypto-monnaie, en fait.
D'accord, à vendre donc- et à échanger de crypto-monnaie. Ouais, donc c'est des sociétés qui créent leur entre guillemets qui créent leur propre monnaie et qui veulent Voilà, garantir c'est ça. entre guillemets la stabilité de leur monnaie en l'adossant En l'adossant au dollar ou à l'euro. Mais grâce à des audits qui sont faits, je pense que c'est tous les 6 mois, euh, on peut prouver que chaque dollar, donc chaque token USD, est bien adossé à un vrai billet de dollar américain. C'est-à-dire que dans leur coffre, ils ont bien $1 de billet américain qui est là, qui attend. Donc je ne sais pas si c'est dans le coffre de chez eux ou dans la banque, mais je suppose que c'est en banque. Mais et voilà, grâce à un audit, on peut le faire. Et en fonction de la valeur du dollar, donc si maintenant le dollar prend de la valeur, l'USD va faire quoi? Va brûler des tokens. Si maintenant le dollar baisse, en fait, baisse en valeur, ils vont en créer. Donc, ce qui permet de s'adosser correctement et d'avoir de la bonne stabilité, en fait. C'est tout un programme, c'est toute une intelligence qui gère ça. Voilà, c'est même plus la société qui le gère, maintenant c'est carrément la blockchain qui le gère tout seul. Il n'y a plus besoin de derrière créer manuellement ou détruire manuellement. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc on va sortir un peu de la crypto-monnaie, ça fait quand même beaucoup. La crypto-monnaie, je pense que tout le monde a vu le film Ready Player One, hein, donc celui qui ne l'a pas vu, je pense qu'il dort dans une grotte, hein, mais c'est quand même un film super connu. Pourquoi ça? Ça ne va pas exister dans le Web 3.0. Déjà parce que la technologie n'y est pas. Actuellement, le Web 3.0, on entend toujours parler, c'est un vrai fourre-tout, pour moi, c'est pas encore défini correctement. Ni même le métaverse, hein. Oh là là. Voilà. Ça, c'est tout le monde joue sur le métaverse, que ce soit Apple, Disney, voilà, tout le monde joue dessus juste pour faire du buzz. Mais imaginez, par exemple, dans le film, la personne, l'acteur va dans une sorte de méga magasin, acheter une nouvelle combinaison, acheter son Rubik's Cube magique. Donc tout le monde reconnaît cette scène du film. Avec quoi il le dépense? Il le dépense avec des pièces d'or. Les pièces d'or, bon, bah, comme dans tout jeu vidéo, tout le monde connaît, hein, voilà, ça a une valeur. Et bah là, c'est pareil. Cette pièce d'or, imaginez que ça peut être une crypto-monnaie sur la blockchain. Donc le métaverse est lié à la blockchain. Le Web3 est lié à la blockchain, mais c'est pas encore totalement défini. Moi, je pense qu'on a encore quelques années sur le Web 2, notamment continuant en allant sur Facebook et en allant sur Twitter et tout le reste. Je voulais faire une parenthèse sur le Web 3 parce que on en parle beaucoup et je lis des articles complètement farfelus depuis quelques temps et ça, pas dire que ça m'énerve un peu, mais que tout le monde joue là-dessus, c'est surtout les journalistes. Excuse-moi, j'ai été Oui. coupé 2 secondes. Qu'est-ce qui empêcherait dans le film d'utiliser de l'euro, par exemple? Pourquoi ce serait forcément une monnaie basée sur la blockchain? Ah ben l'euro peut être basé sur la blockchain, hein. Il n'y a Non, ce que je veux dire, c'est que aucun pourquoi ce ne intérêt. serait pas une monnaie classique et pas pourquoi ce serait forcément une crypto-monnaie qui serait utilisée dans le métaverse? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Moi, je vois par exemple par rapport au film, c'est que voilà, ils n'utilisent pas de dollars, ils n'utilisent pas d'euros, ils utilisent des pièces d'or. Parce qu'ils sont dans un monde où tout a été remplacé par ce monde virtuel et qu'il n'y a plus rien. Quand on voit qu'ils peuvent commander des pizzas chez Pizza Hut avec leur or, bah, pas leur or, mais avec leurs pièces d'or. euh, pour moi, c'est clairement que tout a été remplacé et que à l'intérieur du jeu, c'est la monnaie mondiale en fait. Ok.
Parce que je reprends des jeux comme WoW ou d'autres jeux comme Pokémon Go et chacun a leur propre monnaie. Hein. Oui. Et il y avait pas et c'était pas de la blockchain à l'époque. Voilà. Donc c'est pour ça je comprenais pas le lien entre le métaverse et la blockchain parce que pour moi ça aurait pu être n'importe quelle monnaie. Pour moi, ça va être basé en quelque sorte sur la crypto-monnaie qu'on connaît, bien sûr beaucoup plus évoluée hein, et surtout avec beaucoup plus de tiers de confiance dessus. Mais on n'y est pas encore. Le métaverse, on n'y est pas encore. Après, il faut bien distinguer crypto-monnaie, blockchain et currency digitale, monnaie digitale. C'est pas forcément la même chose. Et voilà. Mais je pense que moi je pense que la blockchain a encore beaucoup d'avenir devant elle. Par contre, la crypto-monnaie doit encore évoluer. Alors soit ça va évoluer dans le bon sens, soit ça va s'arrêter en fait, et on va trouver autre chose à côté. Ça c'est le temps qui nous le dira. Ce sera les différents développeurs et dans son entreprises qui s'investissent dedans. Voilà, c'est à voir. Mais un jour, je pense qu'il y aura une blockchain généralisée en fait. Il y en a une qui va prendre le pouvoir sur les autres parce qu'elle aura une meilleure techno, parce qu'elle aura une transaction super rapide en quelques millisecondes. C'est un exemple. Et je pense que celle-là va prendre le contrôle sur tous les autres. Et j'espère qu'elle sera décentralisée parce que je ne veux. Moi, personnellement, si c'est pour retourner encore avec les banques et les gouvernements, ça va pas. Je vais vous prendre un exemple actuel. Je sais pas, j'ai envie de faire un virement à l'un d'entre vous de 10 000 euros. C'est pas moi qui va. C'est pas moi qui va vous faire le virement, c'est ma banque qui va vous faire le virement. Donc si je prends l'exemple, ouais, je vais prendre avec Denis. Hein, donc si Denis, je lui envoie 10 000 euros, je vais demander à ma banque Belfius, parce que bon, je suis belge d'origine, hein, donc Denis, t'es pas le seul. Je vais prendre ma Ça banque serait plus sens de Belfius. changer de pays par exemple, tu vois. Je vais lui demander à ma banque d'envoyer 10 000 euros sur le compte de Denis et c'est entre les deux banques qui vont gérer le virement. On n'a plus aucune décision en fait. C'est notre argent, on le gagne à la sueur de notre front, on le gagne, mais on n'a plus aucune. C'est-à-dire que si demain, par exemple, les distributeurs, ça s'arrête, ils disent bah non, on peut plus, et ben on n'a pas le choix. Et c'est T'as pas été en déjà Grèce il y a arrivé. quelques années, toi? Non, mais, ouais. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et il n'y a pas que en Grèce, il y a à Chypre en 2013. Quand on voit que le gouvernement a pris de l'argent sur les comptes des gens pour remettre une banque à flot, moi je trouve ça honteux en fait. Je trouve ça honteux. Ouais, Ça n'aurait pas dû être fait. Ouais, enfin, là, tu cites deux exemples. Pour l'instant, il y a plus d'exemples de blockchain qui apparaissent, enfin de crypto-monnaies qui apparaissent et qui disparaissent en piquant toute la monnaie que de pays qui arrêtent leur monnaie, quoi. Oui, forcément, oui. Et Voilà. sur l'aspect blocage, Crypto.com a quand même interdit de retirer tous les fonds parce qu'ils se sont fait pirater quand même. Oui, parce que ça, c'est centralisé. C'est-à-dire que crypto.com, c'est centralisé. C'est encore un problème que les sociétés essayent comme dans le Web 2, de prendre le contrôle. C'est-à-dire que Facebook prend le contrôle, Twitter prend le contrôle. Ils essaient tous de prendre le contrôle d'une partie du web. Et dans la blockchain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont vu un bon moyen de se faire de l'argent, qui disent, bah, tiens, on va prendre le contrôle. Mais après, c'est pas qu'une question de contrôle. Avec les blockchains, il te faudra forcément des exchanges. Parce que tu passes par là. C'est pour ça qu'il y a la DeFi. La DeFi, c'est autre chose. La DeFi, c'est sur le Web 3.0. Et la DeFi, bah, c'est la communauté qui met en gage ta crypto-monnaie pour qu'elle puisse être échangée. Et en contrepartie, bah, elle gagne une partie de l'échange ou un bonus.
C'est comme si moi je mettais ma crypto-monnaie sur un compte d'épargne et qu'en fait, avec cette crypto-monnaie, on permet de faire des échanges entre personnes et uniquement entre personnes, plus entre sociétés. Et cet échange, moi, comme c'est un compte d'épargne, je gagne un pourcentage dessus sur cet échange. Pourquoi? Parce que j'ai mis en gage ma crypto-monnaie et ce n'est plus une société à côté qui fait, qui gère ça, qui elle-même récupère l'argent, quoi. Donc ça commence, il y a toujours des sociétés qui veulent prendre le dessus. Il y en a d'autres qui essayent de créer un système partagé et c'est ce que fait un peu la DeFi actuellement, hein. La DeFi dans le Web3, vous essayez d'aller voir un exemple. Ça permet d'échanger de pair à pair une crypto-monnaie par une autre sans passer par un tiers de confiance en plein milieu. Ah. Donc oui, il y a toujours des sociétés qui veulent prendre le dessus, il y a toujours des... ça, je pense que ça va jamais s'arrêter, même sur le Web 3, même sur le Web 4. On voit bien que dans Ready Player One, l'ennemi, c'est une société qui essaie de prendre le contrôle du jeu. Voilà, c'est un exemple. Il y aura toujours une société au-dessus, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de dire moi, je suis plus fort que tout le monde, je vais prendre. Mais par contre, il y a encore des gens à côté qui espèrent avoir quelque chose de décentralisé, qui existe pour tout le monde. Et voilà. Parce que à la base, Internet, c'est décentralisé. Et quand on voit ce que c'est devenu, au final, il n'y a plus vraiment un intérêt à avoir Internet, en fait. Avant, on allait sur divers sites pour consulter ce qu'on voulait, un article au choix. On avait plein de sites. Maintenant, 90% des personnes vont voir leur actualité sur Facebook. Tout est centralisé chez Facebook. Alors que avant, c'était vraiment, on allait en Suisse, on allait voir sur un site canadien ou américain pour avoir une information. C'est une drogue, hein. C'est En ça. même temps, Ok. c'est ce que les gens veulent, hein. Moi, j'ai pas envie d'aller sur 50 sites différents pour avoir une info. Je vais sur un point central. Tu vois, si je veux voir, je vais pas sur 50 sites, je vais sur Feedly, je vois tous mes trucs d'un coup. J'ai envie d'avoir un truc centralisé et je suis loin d'être le seul. Tout le monde veut un truc centralisé en vrai, simple. Enfin, c'est pas centralisé, c'est simple à utiliser. Eh bien, il y a les widgets de Microsoft, d'ailleurs, justement. Exactement. Ok. Mais c'est pas un problème technologique, c'est ce que les gens veulent, quoi. C'est des Mais usages qui ont été générés à partir de la technologie qui était là en dessous. Mais il y a peut-être un moyen de faire ce système décentralisé. Par exemple, il y a un site ici qui permet à différentes personnes de mettre un contenu et d'être rémunéré pour ce contenu. C'est-à-dire que plus les gens regardent ce contenu, plus ils aiment le contenu, plus eux, ils gagnent une partie de la crypto-monnaie. Alors Mais que le contenu, il est ici, hébergé où? tu mets un contenu sur la blockchain, justement. Ouais, mais la blockchain est hébergée où et comment? Qu'est-ce que tu stockes dans ta blockchain exactement, tu vois? C'est sur les nœuds, en fait. Les nœuds possèdent la blockchain et chaque nœud possède l'information. Mais Mais possède toute dans tous les cas, l'information la ou elle personne qui a possède un lien publié, vers ton site? Mais ça alors, passe très mal. c'est pas un site, c'est plus de la data, c'est tout. C'est juste de la data, c'est juste du simple texte, en fait. Du texte ou Donc ton de article de l'HTML, en fait. journal, il n'est pas décentralisé, quoi. Il est toujours Si, quelque part parce qu'il centralisé les et on met une différences. information dans la blockchain, quoi. Alors, il est décentralisé parce qu'il se trouve sur plusieurs nœuds. Et en Tu viens gros, de dire qu'on mettait pas le HTML dans la blockchain, donc il n'est pas dans plusieurs nœuds. alors si on met le HTML dans la blockchain, c'est possible. On peut Ouais, mais est-ce tout qu'on mettre le dans fait une en blockchain. fait? Ouais, est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pratique? C'est ça la vraie question. Ouais. Techniquement, on peut faire beaucoup de choses là, mais concrètement, La complexité faire en ici? espace, ça va être énorme. Ouais. c'est ça. Concrètement, est-ce que c'est vraiment réalisable, quoi? Est-ce que théoriquement, oui, dans l'utopie, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que ça va se répondre à un besoin que les gens ont? Est-ce que ça va apporter une solution à ce besoin que les gens ont? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire à la fin? Alors, au niveau de l'espace, euh, ça sera toujours mieux que les grosses fermes de serveurs. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, je vous prends vous comme moi, ont un ordinateur
ouais, qui a toujours trop de place ou qui a toujours trop de puissance pour ce qu'on en fait. Je suis le premier hein, parce que voilà, j'ai 32 Go de RAM, j'ai un processeur dernière génération, euh, le Ryzen 9 que j'utilise jamais à fond. Et Ouais, bah, c'est pourtant, tant mieux, bah, comme ça tu consommes moins d'électricité. je consomme. Ouais. Mais un exemple, c'est que ces gens-là pourraient partager un espace disque ou une puissance de processeur via justement Internet, parce que Internet maintenant, est beaucoup plus rapide avec la fibre et encore, on va encore s'améliorer. Bah, c'est tout à fait possible. Et il y a des sociétés comme Storage ou autres qui permettent de le faire. Et Storage, ok, c'est du pair à pair, donc ça reste entre chaque personne, mais il y a toujours une blockchain derrière qui contrôle les différents nœuds en fait. Mais dans le cas de Storch, là, si Storch ferme demain, là, juste demain, là, il close la compagnie, est-ce que ton système il marche encore? Il marchera encore. Parce qu'il y a Réellement? toujours la blockchain qui tourne, il y a toujours les nœuds qui seront toujours là. Donc il n'y a aucun problème. Oui, enfin, sauf que les nœuds sont rémunérés par Storgy et si les gens arrêtent de gagner de l'argent, ils Bah, vont arrêter leur machine. Hein. Encore une fois, c'est une monnaie qui se trouve sur une blockchain, donc non, en fait, tant que la blockchain, tant qu'il y en a un qui possède la blockchain et qui en a besoin, elle va toujours exister. Alors oui, c'est vrai que si maintenant il n'y a plus personne qui s'intéresse au Bitcoin, que tout le monde éteint les machines, et je peux vous dire que ça fait des milliards et des milliards de machines. Ça n'arrivera jamais en fait. Non, je crois qu'il y a 2502 Bitcoin. Ah, c'est pas possible. Voilà. Mais ça reste quand même encore. Quand ils ont coupé en Chine, ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu, mais il y a toujours eu des gens d'un côté, heureusement, parce que. Après, voilà, c'est un problème, c'est-à-dire que le gouvernement peut dire bah, du jour au lendemain, on arrête Internet, ou on bloque l'accès à Internet. Mais Oui, est-ce ça s'est fait dans des pays. Hein. Ça s'est fait dans des pays, mais est-ce que ici en France, on se laisserait faire? Est-ce que tu aurais le choix? Ouais. La décision ne t'appartient pas. On est le C'est peuple. le gouvernement Déjà, dit quand on voit les armoires fibres, dans quel état elles sont, c'est le miracle qu'on ait Internet. Oui, mais. Non, mais on est quand même trois le peuple. opérateurs à couper. Hein. Ouais. On est quand même le peuple. Ouais, mais on a quand même y a quelque des chose à dire. CRS et des gendarmes maintenant, alors en France. Alors, fais gaffe. Je sais plus dans quel pays de Russie, là, ils ont coupé Internet pendant la Révolution. Là. Ouais, en Biélorussie, là, il y a pas longtemps. Voilà, là. en Biélorussie, c'est ça. La semaine dernière. C'est ça, tout à fait. Oui, pour justement empêcher cette révolution. Mais... Faire interdire cette vidéo sur YouTube, je crois qu'au bout d'un moment. Ouais. Il y a des mots-clés qu'il ne faut pas dire. Donc voilà, bon, on va passer à autre chose. Mais voilà, dans tous les cas, on ne peut pas couper tout Internet dans chaque pays du monde en même temps, c'est pas possible. C'est devenu pratiquement impossible. Mais ça veut dire que pour toi, tout ça, ça nécessite Internet. Alors oui, forcément. Forcément, oui. Internet est la base de la technologie blockchain. S'il n'y a pas de partage du livre géant, bah, tu ne peux pas. Alors, on pourrait partager le livre géant par USB, hein, mais je pense que ça serait plus embêtant qu'autre chose. Mais voilà, bon, on va passer à autre chose. Je vais vous parler de plusieurs applications concrètes du Web 3. Donc, on en a parlé un peu de la crypto-monnaie, donc un transfert d'argent quasi instantané et à très faible coût, parce que forcément, le Bitcoin, par exemple, quand on le transfère, bah, je vais pas parler je peux parler du Bitcoin, mais je vais pas parler par exemple de la blockchain Elrond. Elrond, on transfère de l'argent à très bas coût. C'est quelques millièmes de EGLD. Pour payer justement la vérification de ce transfert. Donc c'est pour payer un mineur. Et encore, c'est pas un mineur comme sur la blockchain de Bitcoin. Là, c'est un mineur qui consomme beaucoup moins Parce que ça, c'est aussi un problème avec le Bitcoin, c'est que ça consomme énormément d'électricité mondiale. Elrond se base sur un autre système pour vérifier. Donc,
C'est très faible coût et en plus j'ai cliqué sans faire exprès, très faible coût et en plus pour la planète c'est encore mieux parce que ça consomme beaucoup moins d'électricité, voire très peu en fait. Donc il y a des nouvelles blockchains qui apparaissent tous les jours, des mauvaises blockchains comme des bonnes blockchains, hein, forcément. C'est comme dans toute nouvelle technologie de toute façon. Voilà. Et ici, on a un communiqué d'une des premières banques britanniques qui dit que utiliser une blockchain pour des paiements internationaux, et pourquoi pas même nationaux, peut réduire de 15 à 20 milliards de dollars par an pour l'entretien des serveurs. Pourquoi? Parce que la blockchain n'est pas sur un serveur. C'est tout le monde là en fait. Donc tout le monde peut miner, tout le monde peut vérifier une transaction. Alors que quand je fais mon virement à Denis de Belfus à je sais pas dans quelle banque il est, mais on va dire Fortis, la BNP. Si tu veux, je peux te donner le RIB. La BNP, en fait, ce sont les serveurs de la Belfius et les serveurs de la BNP. Et encore, à mon avis, il doit y avoir les serveurs de la Banque centrale européenne entre les deux, qui doit travailler, qui doit dire ok, je fais tel transfert de tel montant à tel montant. Ouais, mais est-ce que je veux dire, là, c'est le point de vue de la banque qui se dit c'est plus mes serveurs qui dépensent de l'électricité, mais c'est les machines qui sont un petit peu partout dans le monde, quoi. Oui, donc est-ce que globalement, j'allais dire, réduire de 15 à 20 milliards, c'est peut-être 15 à 20 milliards pour la banque, enfin pour le système bancaire, mais est-ce que c'est globalement une diminution de la consommation électrique, quoi? Il y aurait une diminution parce que au final, comme je l'ai dit, ton ordinateur, s'il a plus de puissance que tu en as besoin, il prendrait ce que tu as. Et au final, il y a des blockchains qui sont moins gourmands en énergie, comme je l'ai dit. Oui, le Bitcoin, lui, il est énormément gourmand. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins gourmands. Et donc, au final, ce serait une broutille, en fait. Une broutille au niveau électricité, il serait peut-être 1 ou 2 watts de différence. Mais par rapport à des serveurs, il y a des grands bâtiments avec plein de serveurs où il faut les refroidir, où il faut faire de l'entretien dessus tous les jours, où ça consommerait beaucoup plus, en fait. Je suis désolé là, parce qu'il est déjà 18h. Ouais. Je sais pas si je finis vite en vitesse. Bon, je vais vous montrer un peu, mais sinon il y a des moyens de publier sur Internet via une blockchain. Il y a moyen de faire une méthode fiable et transparente d'un vote électoral. Il y a moyen de faire suivre des médicaments de sa fabrication à la vente. Des smart contracts. Encore un écho. Ouais. Christophe qui a... Qu'est-ce qu'il y a? T'as fini tes biscuits. C'est des Pims. Vous voulez que j'en parle? Je vais vous faire tout un truc sur les Pims. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller au cinéma avec Christophe. Ouais, c'est ça, ouais. Avec des pop-corn, c'est... Ouais. Désolé. Vas-y. Stéphane, perdu? T'es muté, Stéphane. Ouais, t'es muté. Salaud. Ah, je suis revenu, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Et il y aurait des smart contracts qui permettraient de par exemple, à un notaire de vendre, je ne veux pas dire un notaire, mais de se passer de notaire, par exemple, pour vendre un bien immobilier. Tout ça grâce à des différentes... tout ça grâce à des NFT, par exemple. Donc ça, je vais revenir plus tard, je pense, peut-être sur une autre vidéo, on verra. Cela, c'est vrai que l'heure commence à tourner, donc ouais. Et comme c'est un gros sujet, on va peut-être passer à autre chose. Ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là, et puis on continuera une prochaine fois. Désolé là, mais comme il dit, aucun problème. Simple, je l'avais dit de toute façon que ce serait un gros sujet, donc voilà. C'est super intéressant. Ouais. Et très difficile à expliquer, donc merci beaucoup de faire cet effort.
Oui, c'est très compliqué et il y a tellement de matière sur cette technologie. C'est comme réinventer Internet en fait, hein. Donc au final, voilà. Je voudrais bien voir la première personne qui a expliqué le concept de Internet dans les débuts des années Oui, dans les 90. Hein. C'est compliqué. Ok, bon, bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Merci. Bah écoutez, moi je vous dis, portez-vous bien, hein. Dépensez pas toute votre monnaie en Bitcoin parce que là j'ai vu qu'il est passé à moins de 37 000 $, alors qu'il était à 50 000 il n'y a pas longtemps. Donc Depuis que j'en ai acheté, je perds de l'argent. Moi, alors. voilà, c'est ça. Ouais. Investissez chez Microsoft plutôt. Là, vous êtes sûr de. Non, alors c'est faux. En ce moment, c'est pas vrai non plus. Le 17 janvier, c'est mort Microsoft. Ouais. À peu près. Bon, achetez Ubisoft alors. Là, en ce moment, c'est bien. Là. Ouais, ça m'arrange, moi. Achetez Ubisoft, faites-nous de l'argent. J'aurais des prix. Ok, bah merci à tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Et la semaine prochaine, ce sera Damien qui nous parlera. Ah bon? Ouais. Quoi? USB. Il a C'est pas ça, de- USB. Non, mais attends, Christophe, j'ai prévu le coup. Hein. Vas-y. Mais là, c'est de l'OSB qu'on voit. Hop, voilà. Oh putain. OPS? Il a... Oh là là. Non, c'est le bois qui est derrière lui. Qui était derrière lui. Bon, allez, Neuf C'est bien, du c'est bien, matin. Damien, c'est bien. Il pense à ciao tout le monde. Salut.